Lorsque les banques changent de cap, le monde entier le ressent. Que vous habitiez à New York, Madrid ou Mexico, le crédit est comme le sang qui coule dans les veines de l'économie. Lorsqu'il circule librement, tout semble se développer. Mais lorsqu'il s'arrête, un sentiment d'étouffement apparaît, d'abord silencieusement, puis avec une force irrépressible. L'année 2025 nous a apporté des signes clairs. Cela s'était déjà produit en 2000 et 2008. Les banques ont lentement commencé à fermer leurs portes, à imposer davantage d'exigences et à durcir leurs normes. Et peu après, l'économie mondiale est entrée dans un cycle d'ajustement profond. Aujourd'hui, nul besoin d'être économiste pour le constater. On le remarque lorsque votre carte de crédit ne couvre plus la facture, lorsque la banque exige davantage de formalités administratives pour approuver la même chose, ou lorsqu'un prêt qui semblait autrefois simple devient un luxe. Imaginez que chaque achat que vous effectuez soit un rouage d'une machine. Si vous arrêtez de faire bouger cet élément parce que le crédit ne vient pas, d'autres éléments s'arrêtent aussi, le magasin, l'entreprise, le travailleur. C'est le cercle vicieux de l'économie, et aujourd'hui, on commence à l'entendre craquer. Avant de commencer cette visite, je tiens à vous lancer une invitation. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'absence d'argent, même en travaillant autant, voire plus, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez-le honnêtement, car le partager est aussi un moyen de le libérer. Préparez-vous, car ce que nous allons voir n'est pas seulement économique, c'est la carte de la construction et de la rupture des cycles d'abondance et de pénurie dans la vie réelle. Le premier symptôme est toujours présent. Lorsque l'économie commence à montrer des signes de stress, cela se traduit rarement par des annonces spectaculaires dans les journaux ou des conférences de presse bancaire. Non, l'avertissement est généralement plus discret, presque imperceptible. Et la première alarme, bien souvent, vient des cartes de crédit. Réfléchissez-y un instant. Le crédit personnel est comme une soupape d'oxygène pour la consommation quotidienne. Ils permettent à une famille d'avancer un achat, de payer en plusieurs fois ou de faire face à une dépense imprévue. Cependant, lorsque l'accès à ce crédit se restreint, la soupape se ferme progressivement. Ce n'est pas une coupure d'air soudaine, c'est plutôt une diminution progressive de l'air entrant. Au deuxième trimestre 2025, la Réserve fédérale américaine a indiqué que plus de 29% des banques avaient resserré leurs critères d'approbation de nouvelles lignes de crédit personnel, notamment pour les cartes. Curieusement, ce chiffre est le double de celui du trimestre précédent, où seulement 14% des institutions avaient fait état de la même politique. Autrement dit, le frein s'accélère. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Même si vos revenus n'ont pas changé, vous devez désormais prouver davantage. Un historique de crédit impeccable, des justificatifs supplémentaires ou l'acceptation d'une limite inférieure. Le problème, c'est que les banques ne le disent pas haut et fort. En termes simples, un jour, vous découvrez que votre limite de carte de crédit n'augmentera pas, que demander une prolongation n'est pas si simple ou qu'une demande de crédit autrefois routinière reçoit désormais un refus. Le résultat est immédiat et silencieux, les dépenses ralentissent. Si vous ne pouvez pas financer un achat important, vous le reportez. Et ce que vous cessez de dépenser est ce que quelqu'un d'autre cesse de gagner. L'économie fonctionne comme un écho. Ce qu'un consommateur tait devient la caisse d'un magasin, le salaire d'un travailleur, l'investissement d'une entreprise. Ce frein invisible aux cartes de crédit n'est pas qu'un détail administratif, c'est la première fissure d'un mur bien plus vaste. Car si le crédit personnel se refroidit, nous verrons bientôt comment les autres rouages de la machine économique commencent à mal tourner. Quand les entreprises ressentent aussi la crise. Ce qui commence par la consommation personnelle atteint inévitablement les entreprises. Et c'est là que l'effet se multiplie. Si l'on achète moins, le magasin vend moins. Si le magasin vend moins, il a besoin de crédit pour survivre ou se développer. Mais d'ici 2025, cet accès deviendra également plus coûteux. En janvier de cette année, Forbes rapportait que 12,5% des banques ont durci les conditions des prêts commerciaux et industriels, contre seulement 4,8% au trimestre précédent. Ce n'est pas un détail négligeable. En quelques mois, les restrictions ont pratiquement triplé. Pour une entreprise, ce changement est vital. Le crédit est comme le carburant qui alimente le moteur de l'expansion. Embauche, ouverture de nouveaux bureaux, investissement en machines, augmentation de la production. Lorsque ce carburant se raréfie, le moteur tourne à moitié et dans bien des cas, s'arrête complètement. C'est là que le véritable effet domino commence. Moins de crédit signifie moins d'entreprises prenant des risques. Moins de risques signifie moins d'embauches. Et moins d'embauches signifie moins de consommation. Le cycle se répète de plus en plus lentement, comme si l'économie entière était recouverte d'un gel qui avance silencieusement.
En Amérique latine, par exemple, la Banque mondiale estime que le resserrement du crédit réduit la croissance du PIB de 0,3% à 0,5% par an. Cela peut paraître minime, mais dans les économies fragiles, cette différence représente des milliers d'emplois, des fermetures d'entreprises ou des projets qui ne voient jamais le jour. Lorsque les entreprises ressentent le froid du crédit restreint, l'emploi commence à souffrir. Et avec l'emploi, la consommation ralentit à nouveau. La boucle est bouclée. Et surtout, ce cycle est rarement rompu immédiatement, mais s'accumule au quotidien par de petites décisions qui finissent par devenir une tendance nationale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête ». Tout me motive. Car même si le crédit se tarit, il y aura toujours des voix internes qui nous rappelleront que ce ne sont pas seulement les banques qui font bouger le monde, mais la volonté de chacun. Le piège de l'endettement accumulé. Lorsqu'on parle de crise financière, on pense généralement aux banques, aux marchés boursiers ou aux grands mouvements de capitaux internationaux. Mais la véritable fragilité naît souvent dans le quotidien des ménages. Il ne s'agit pas seulement du montant des nouveaux crédits que nous pouvons emprunter, mais aussi de nos dettes actuelles et de la façon dont ces dettes s'accumulent comme une ombre silencieuse derrière chaque famille. En 2025, la dette des ménages aux États-Unis a atteint 18 390 milliards de dollars, un record historique qui reflète la pression croissante sur les familles. Le plus alarmant est que ce chiffre a augmenté de 185 milliards de dollars en un seul trimestre. Autrement dit, alors que de nombreux ménages tentent de stabiliser leurs finances, la boule de neige continue de dévaler, s'accumulant en taille et en vitesse. Imaginez une famille moyenne. Une carte de crédit au maximum, un prêt immobilier ajusté à un taux d'intérêt plus élevé après des années d'inflation et un prêt étudiant qui reste impayé, tel un sac à dos lourd qu'on ne quitte jamais. Lorsque cette famille tente d'emprunter un peu plus pour alléger son fardeau, elle se heurte à un refus de la banque. Et ce sentiment d'avoir la corde au cou n'est pas un cas isolé. C'est une réalité à laquelle des millions de personnes sont confrontées simultanément. De plus, les banques ne se contentent pas de regarder les chiffres, elles analysent les risques. Un fait le démontre clairement. Le taux de défaut de paiement des prêts étudiants a déjà atteint 10,2%, avec plus de 90 jours de retard. Cela signifie qu'un dollar sur 10 emprunté pour les études n'est plus remboursé à temps. Pour les banques, ce chiffre n'est pas une simple statistique, c'est un signal d'alarme. Et lorsqu'elles perçoivent un risque, elles restreignent encore davantage l'accès au crédit. Le cercle vicieux est inévitable. Moins de crédit génère plus de défauts de paiement. Plus de défauts de paiement rendent l'obtention du crédit encore plus difficile. Ce qui a commencé comme un ajustement technique des politiques de prêt finit par devenir un fardeau quotidien pour des millions de personnes. C'est comme un marécage, plus on essaye d'avancer, plus on s'enfonce. Comprendre cette dynamique est essentiel, car elle nous apprend que l'économie n'est pas uniquement guidée par des chiffres abstraits, mais par les histoires concrètes de familles qui, entre les factures et les paiements, subissent le stress d'un système qui se resserre silencieusement. Le coût caché du financement. Même dans ce contexte restrictif, certains parviennent encore à accéder au crédit. Mais un autre obstacle apparaît, tout aussi silencieux et plus douloureux, le coût de l'argent. Car il ne suffit pas de dire « oui, on vous prête quelque chose ». Ce qui compte, c'est combien ce « oui » vous coûte. En mai 2025, le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit aux États-Unis a dépassé 21%, un niveau jamais atteint depuis plus de 20 ans. Pour mettre les choses en perspective, si vous financez un achat de 1 000 $ et ne payez que le minimum mensuel, vous pourriez finir par payer plus du double à la fin du cycle. C'est comme acheter 2 fois quelque chose, mais la deuxième fois, vous n'en profitez pas. Vous le payez en intérêt. Cette augmentation transforme le crédit, autrefois une ressource courante, en un luxe. Même les familles qui ont encore accès à leurs cartes commencent à y réfléchir à 2 fois avant de les utiliser. Ce qui était autrefois une réserve pour les urgences est désormais un risque qui peut devenir un fardeau insupportable. Le paradoxe est évident. Alors que les discours officiels parlent de croissance économique et de stabilité financière, la réalité quotidienne des ménages raconte une toute autre histoire. Une histoire de prudence, de sacrifice et de décisions difficiles. Acheter maintenant ou attendre, payer comptant ou risquer une dette exorbitante. Telles sont les véritables questions qui rythment l'économie. La technique se sépare de l'humain. Les économistes peuvent parler de baisse du taux directeur de la Réserve fédérale, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez lorsque vous voyez votre banque vous facturer plus de 20% pour utiliser votre carte.
C'est le véritable thermomètre, celui qui mesure la vie de chaque consommateur. Le coût caché du financement ne se trouve pas dans les statistiques. Il réside dans la tension qui s'installe dans chaque foyer, dans les calculs de fin de mois, dans le renoncement à des achats qui semblaient nécessaires et dans la crainte qu'une urgence puisse tout bouleverser du jour au lendemain. Laissez-moi la citation dans les commentaires. J'apprécie le succès et le bonheur dans ma vie. Car même au milieu de chiffres alarmants et de taux d'intérêt élevés, l'état d'esprit que nous adoptons peut faire la différence dans la façon dont nous traversons chaque cycle économique. La mémoire des crises passées. L'économie a quelque chose en commun avec la mémoire humaine. Même si elle tente d'oublier, elle porte toujours des cicatrices. Et ces cicatrices deviennent des rappels silencieux de ce que nous ne devrions pas répéter. Pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il suffit de regarder en arrière et d'observer comment nous avons réagi en période d'abondance de crédit et comment nous en avons finalement payé le prix. Au début des années 2000, les États-Unis ont connu une période d'euphorie financière. Le crédit coulait à flot avec une facilité presque dangereuse. Les banques prêtaient même à des personnes sans capacité de remboursement avérée dans le cadre de ce que l'on appelait les subprimes. Le rêve de devenir propriétaire semblait à la portée de tous et les prix de l'immobilier ont grimpé comme un ballon gonflant de façon incontrôlable. Mais les ballons éclatent toujours. Lorsque les banques ont commencé à mettre fin à leurs activités en 2006, le marché s'est retrouvé face à la réalité. En seulement 5 ans, les prix de l'immobilier ont chuté d'environ 30% à l'échelle nationale et dans certaines villes, la baisse a été encore plus spectaculaire. Des villes comme Las Vegas et Miami ont connu des baisses allant jusqu'à 50% dans certains quartiers. Des millions de familles se sont retrouvées prises au piège d'un paradoxe douloureux. Leurs prêts hypothécaires étaient supérieurs à la valeur réelle de leur maison. Ce phénomène, connu sous le nom de prêt sous-marin, a été l'une des expériences les plus dévastatrices pour la classe moyenne américaine. Non seulement elles ont perdu des actifs, mais elles ont également perdu confiance dans le système financier. La leçon de cette crise est claire. Le crédit est une arme à double tranchant. D'abord, il alimente la prospérité, accélère la consommation et crée l'illusion de la richesse. Mais lorsque la corde est coupée, elle amplifie la chute et laisse des cicatrices qui mettent des années à cicatriser. Le souvenir de 2008 est sans aucun doute le plus fort rappel que nous ne pouvons pas compter uniquement sur la générosité des banques pour maintenir une croissance solide. Ce qui semblait être un miracle immobilier s'est transformé en un avertissement mondial. Aujourd'hui, alors que nous assistons à un nouveau resserrement du crédit dans diverses régions du monde, il est utile de se rappeler cette leçon. Une croissance qui repose exclusivement sur l'endettement n'est jamais stable. Parce que tôt ou tard, cette porte se ferme toujours. Le jeu des anticipations. S'il y a bien une chose qui fait bouger l'économie autant que l'argent, c'est la confiance. Les chiffres et les bilans ne suffisent pas. Ce que les familles, les entrepreneurs et les investisseurs anticipent demain peut être plus puissant que ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque les familles pensent que les prix vont continuer à augmenter, elles sont encouragées à s'endetter. Elles achètent des maisons, refinancent leurs prêts et investissent dans des actifs dont elles pensent qu'ils vaudront plus cher demain. Cette anticipation quasi psychologique devient un moteur invisible de l'économie. Mais en même temps, c'est un moteur fragile, car lorsque les attentes sont brisées, le sentiment de richesse se transforme en vulnérabilité. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la crise immobilière de 2008. Pendant des années, on a cru que les prix de l'immobilier ne pouvaient qu'augmenter. Les gens se sont endettés, convaincus qu'en cas de problème, ils pourraient toujours vendre leur maison plus cher. Mais lorsque la bulle a éclaté, cette croyance s'est effondrée, et avec elle, la sécurité de millions de foyers. L'optimisme s'est transformé en peur, et la peur a paralysé la consommation. Un phénomène similaire se produit aujourd'hui dans d'autres domaines. Lorsque le crédit est abondant, les gens interprètent les opportunités comme telles. Lorsqu'il est restreint, les attentes deviennent pessimistes. Et le pessimisme est contagieux. Si vous entendez dire que les entreprises embauchent moins, vous pensez que le marché du travail se refroidit. Si vous constatez que vos voisins dépensent moins, vous réduisez également vos achats. La confiance s'érode en chaîne. Les attentes sont comme des miroirs. Elles reflètent non seulement notre perception de l'économie, mais aussi celle de nous-mêmes. Si nous pensons que la situation va empirer, nous agissons par peur et générons la même réalité. En revanche, si nous cultivons des attentes positives, même dans un contexte difficile, nous nous ouvrons un espace pour agir avec créativité et résilience.
Par conséquent, comprendre le rôle des attentes est aussi important que comprendre l'inflation ou les taux d'intérêt. Car une économie peut avoir de bons indicateurs, mais si les gens n'y croient pas, leur véritable effet s'estompe. L'inverse est également vrai. Un pays peut traverser des difficultés, mais si la confiance est maintenue, la reprise est plus rapide. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car l'attente la plus importante n'est pas celle du marché ou des banques, c'est celle que vous construisez en vous-même. C'est ce qui définit votre façon d'affronter chaque cycle. Le mirage des taux bas. Lorsqu'on entend parler du projet de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la première réaction est généralement l'optimisme. On pourrait croire à un soulagement, à une baisse de l'argent, à une bouffée d'air frais après des mois d'ajustement. Cependant, la réalité financière est bien plus complexe. Baisser les taux officiels ne garantit pas que le crédit affluera aux familles et aux entreprises qui en ont besoin. En août 2025, Jerome Powell a laissé entendre que les baisses pouvaient intervenir plus tôt que prévu. Mais en pratique, les banques appliquent une politique beaucoup plus stricte. Elles examinent les antécédents de crédit, exigent des revenus plus stables et des garanties plus importantes. Il est inutile que le prix de l'argent baisse si le robinet du crédit reste fermé. C'est un paradoxe. Un pied sur l'accélérateur, l'autre sur le frein. Le taux de référence peut baisser, mais si les prêts hypothécaires à 30 ans continuent de osciller autour de 6,5%, le logement restera un rêve lointain pour des millions de familles. C'est comme si la Banque centrale offrait de l'eau dans un désert, mais que seules quelques mains pouvaient l'atteindre. L'illusion des taux bas peut se transformer en mirage. Visible de loin, elle fait la une des journaux, mais au moment de souscrire un prêt, on découvre que la difficulté reste la même. Cela génère de la frustration chez les ménages, car le message médiatique ne correspond pas à la réalité à laquelle ils sont confrontés à leur banque. La leçon est claire, les taux officiels ne sont qu'une partie de l'équation. Ce qui définit véritablement la vie économique des gens, c'est l'accès véritablement au crédit et ses conditions d'octroi. Si ces portes restent fermées, l'effet d'une baisse des taux peut être plus psychologique que pratique. Comprendre ce mirage est essentiel pour éviter de se laisser bercer par de faux espoirs. Car en économie, comme dans la vie, les promesses ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est l'expérience concrète sur le terrain. Réflexion sur l'emploi. Le crédit n'est pas seulement une question de consommation et de taux d'intérêt, c'est aussi un pont vers l'emploi. Lorsque les entreprises disposent de financement, elles sont encouragées à se développer, à investir dans des machines ou à embaucher. Mais lorsque le crédit se tarit, ce pont se rompt et le choc se fait rapidement sentir sur le marché du travail. En juillet 2025, le taux de chômage aux États-Unis a atteint 4,2%, avec 1,8 million de personnes en situation de chômage de longue durée. Ce dernier chiffre est particulièrement inquiétant, car il ne s'agit pas seulement d'une hausse du chômage, mais aussi de la difficulté croissante pour ceux qui en sont victimes d'en sortir. Le chômage de longue durée érode les compétences, sape la confiance et crée un cercle vicieux difficile à briser. Les chiffres des postes vacants reflètent également cette prudence. Seulement 7,2 millions de postes sont disponibles pour 5,3 millions d'embauches effectives. Cela signifie que de nombreuses entreprises préfèrent attendre, évaluer les risques ou simplement geler les recrutements. Le message est clair. Lorsque la perception du risque augmente, les embauches diminuent et la consommation, une fois de plus, s'affaiblit. C'est un effet domino au ralenti. Moins de crédit génère moins d'investissement des entreprises. Moins d'investissement crée moins d'emplois. Moins d'emplois signifie moins de consommation. Et avec moins de consommation, l'économie se refroidit encore davantage. C'est comme un cercle vicieux toujours plus serré. Derrière ces chiffres saisissants se cachent des histoires vraies. Des familles dépendantes d'un contrat qui n'arrive jamais. Des jeunes incapables de trouver leur premier emploi. Des travailleurs expérimentés qui voient leurs compétences se dévaloriser au fil du temps. Le marché du travail n'est pas qu'un chiffre dans un rapport mensuel, c'est le reflet le plus humain de l'impact de l'économie sur la vie des gens. Si vous écoutez ceci, écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Car même si les chiffres sont un signal de prudence, la véritable prospérité commence en vous avant même d'arriver de l'extérieur. Le dilemme de l'inflation. L'inflation a toujours été le thermomètre le plus redouté de l'économie. En juillet 2025, l'inflation sous-jacente aux États-Unis a atteint 3,1% en glissement annuel. Comparé au niveau de 6% ou 7% observé en 2022 et 2023, cela ressemble à un répit.
Ce ralentissement a fourni à la Réserve fédérale un argument de poids pour envisager des baisses de taux. Mais c'est là que réside le dilemme central. À quoi sert une baisse de l'inflation si le crédit n'atteint pas ceux qui en ont besoin? En théorie économique, une inflation mieux maîtrisée devrait restaurer la confiance. Les familles pourraient se sentir plus à l'aise pour planifier leurs dépenses et les entreprises subiraient une pression moindre sur leurs coûts. Mais en pratique, si les banques maintiennent des critères de risque très élevés, ce sentiment de soulagement ne se matérialise pas au quotidien. On observe un contraste de plus en plus net entre la politique monétaire et la réalité du terrain. C'est comme avoir une voiture avec le réservoir plein, mais le frein à main serré. La Fed peut baisser les taux d'intérêt, elle peut tenter de stimuler l'économie, mais si le système financier reste rigide, l'énergie ne se transforme pas en mouvement. Résultat, une économie qui semble prête à repartir, mais qui reste bloquée à la même vitesse. Ce dilemme nous rappelle également que les cycles économiques ne dépendent jamais d'une seule variable. Il ne suffit pas de contrôler l'inflation en l'absence d'accès au crédit. Il ne suffit pas non plus d'ouvrir le crédit si l'inflation est hors de contrôle. Trouver l'équilibre est difficile et c'est précisément cet équilibre qui est souvent le plus long à atteindre. Lorsque l'on observe le taux actuel de 3,1%, il faut se demander: est-ce un indicateur de santé ou une simple illusion? Si les familles ne perçoivent toujours pas une amélioration de leur pouvoir d'achat et si les entreprises ne perçoivent toujours pas la facilité de financement de leurs projets, alors une faible inflation n'est pas synonyme de reprise. Ce n'est qu'un chiffre sur un graphique sans rapport avec l'expérience quotidienne. Le dilemme de l'inflation en 2025 nous enseigne que les chiffres macroéconomiques peuvent s'améliorer sans que la vie des gens ne change. Et c'est là le véritable défi: faire en sorte que la politique économique se traduise par un bien-être tangible. Se préparer à naviguer dans le cycle. En économie comme en navigation, il ne s'agit pas de maîtriser le vent, mais d'apprendre à l'utiliser à son avantage. Personne ne peut prédire l'avenir avec précision, mais il est possible de s'y préparer. La clé réside dans l'éducation financière, l'investissement méthodique et le maintien d'un état d'esprit contracyclique. Un état d'esprit contracyclique signifie agir à contre-courant de l'émotion collective. Lorsque le crédit coule à flot, la tentation de s'endetter au maximum est grande. Or, c'est précisément le moment de faire preuve de prudence. Tirer profit des liquidités sans tomber dans des excès qui peuvent ensuite devenir des entraves. Et lorsque le crédit est coupé et que la peur s'installe, la plupart sont paralysés. Mais c'est là que ceux qui restent calmes et prévoyants découvrent des opportunités. Des actifs moins chers, des taux d'entrée plus attractifs, des investissements moins concurrentiels. Le cycle économique alterne toujours expansion et contraction, comme le flux et le reflux des marées. La différence ne réside pas dans le cycle lui-même, mais dans la façon dont on l'interprète. Ceux qui comprennent qu'après chaque expansion vient un ajustement ne se laissent pas emporter par l'euphorie. Ceux qui savent qu'après chaque ajustement vient une nouvelle étape de croissance ne se laissent pas envahir par la panique. N'oublions pas que le crédit peut être à la fois un accélérateur et un frein. Mais le levier final réside toujours dans nos décisions. Une famille qui apprend à diversifier ses revenus, à constituer un fonds d'urgence et à investir dans des actifs résistants à l'inflation a plus de pouvoir que la politique de n'importe quelle banque centrale. Se préparer à traverser le cycle implique également de former son esprit. Ne pas réagir par la peur, mais avec stratégie. Ne pas se laisser guider par l'actualité, mais par une vision à long terme. Ceux qui parviennent à cette discipline transforment l'incertitude en avantage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Car au fond, c'est cette attitude qui fait la différence entre ceux qui survivent au cycle et ceux qui prospèrent grâce à lui. Aujourd'hui, nous avons exploré une carte complexe, pleine de chiffres et de paradoxes. Mais au final, tout se résume à une chose très humaine, la confiance. Quand le crédit circule, nous avons confiance. Quand il est coupé, nous doutons. Et cette fluctuation marque chaque cycle économique. Si ce message vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt à lire au-delà des gros titres, à voir clairement ce qui se passe en dessous. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage. Le prochain message pourrait bien être celui qui fera la différence dans votre façon de vivre et de comprendre votre propre cycle.